Le Danemark vient de faire ce que la France refuse depuis 20 ans, trier ses propres quartiers comme un service d'urgence, trie ses patients, une étiquette rouge sur les zones jugées trop musulmanes, trop pauvres, trop entassées. Depuis 2018, ce diagnostic déclenche des expulsions, des démolitions et une crèche obligatoire dès 1 an pour apprendre Noël aux enfants d'immigrés. En 2021, Copenhague a même déclaré Damas sûr pour renvoyer des réfugiés syriens chez eux. La France peut-elle copier le modèle danois ? Pour juger si ce modèle est copiable, il faut d'abord regarder comment il a été construit. En 2018, le Danemark vote une loi au nom presque orwellien. Et Danemark uden parallelsamfund, un Danemark sans société parallèle. En 2021, le texte devient officiellement la liste des sociétés parallèles, un classement annuel de quartiers, noté sur 5 critères cumulés, la part d'habitants d'origine non occidentale, le revenu moyen, le taux d'emploi, le niveau scolaire et le nombre de condamnations pénales. Depuis 2019, la première ministre social-démocrate Mette Frederiksen en fait un pilier assumé de sa politique, avec un soutien qui traverse la droite et la gauche danoise. Les partisans assument le mot diagnostic, ils affirment vouloir mesurer objectivement une ségrégation, pas stigmatiser une religion. Les critiques répondent que 4 des 5 critères ciblent indirectement l'origine et la religion, et que le résultat revient à cartographier les musulmans du pays sous couvert de statistiques socio-économiques. Ce consensus transpartisan se traduit en bulldozer. L'objectif fixé par la loi, faire passer la part de logements sociaux sous 40% dans chaque zone classée ghetto dur avant 2030. À Mjølnerparken, dans le quartier de Nørrebro à Copenhague, des bars entières sont démolies ou revendues à des propriétaires privés pour casser la concentration jugée trop forte. Des milliers de familles sont relogées de force, hors du quartier, où elles vivaient parfois depuis des décennies. Le gouvernement affirme que casser cette concentration favorise l'intégration et fait reculer la délinquance. Les associations de locataires dénoncent une double peine. Des familles danoises, nées à Copenhague, perdent leur logement à cause du code postal où elles habitent, pas d'un acte commis. Les études officielles restent partagées. Le gouvernement cite un recul de la délinquance dans certains quartiers rénovés. Les chercheurs indépendants parlent surtout d'un déplacement de la pauvreté vers d'autres zones, pas de sa disparition. Le tri de l'étiquette rouge ne s'arrête pas au diagnostic. Il rase le bâtiment. Raser le bâtiment ne suffit pas. Le protocole vise aussi ceux qui restent, dès la naissance. Dans les zones classées, un enfant doit suivre au minimum 25 heures de crèche obligatoire par semaine dès l'âge d'1 an. Le programme enseigne la langue danoise et des traditions comme Noël et Pâques. Refuser sans motif valable coûte cher les allocations familiales, le børnecheck, sont suspendues. Pour le gouvernement, ces heures sont une chance offerte tôt à apprendre le danois, avant l'école évite le décrochage plus tard. Pour les opposants, l'État choisit à la place des parents ce que leurs enfants doivent célébrer et sanctionne financièrement une famille pour son identité culturelle, pas pour un manque réel d'encadrement. Comme au tri des urgences, l'étiquette rouge sur le quartier déclenche un protocole qui s'applique automatiquement, jusque dans le berceau. Le protocole suit chacun jusque dans la rue. Depuis le 1er août 2018, le Danemark interdit de dissimuler son visage dans l'espace public, une mesure qui vise directement le niqab et la burqa. La première infraction coûte 1000 couronnes danoises. En cas de récidive, l'amende grimpe jusqu'à 1,0000 couronnes. Copenhague défend la mesure au nom de l'égalité entre hommes et femmes et de la sécurité publique. Des juristes danois et plusieurs organisations de défense des droits humains y voient une atteinte à la liberté religieuse qui punit d'abord les femmes qu'elle prétend protéger en les poussant à rester chez elles plutôt qu'à sortir voilées. Rien n'est laissé à l'appréciation locale, tout est chiffré, daté,
sanctionner. Ce goût du chiffre et de la sanction culmine dans la politique d'asile, où le Danemark vise un objectif presque inavouable ailleurs, en Europe, 0 demandeur. En 2015, le pays enregistre plus de 2,1000 demandes d'asile. En 2020, ce chiffre tombe à environ 1500. En juin 2021, une loi autorise le transfert des demandeurs d'asile vers un pays tiers hors d'Europe. Le temps que leur dossier soit examiné, le Danemark devient le premier pays de l'Union européenne à voter un tel dispositif. Le gouvernement présente cette chute comme la preuve d'une dissuasion assumée. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés et plusieurs ONG rappellent qu'aucun pays tiers hors d'Europe n'a encore accepté ces transferts, ce qui rend la loi de 2021 pour l'instant plus symbolique qu'opérationnelle. L'étiquette rouge ne se pose plus seulement sur un quartier, elle se pose sur la frontière elle-même. Le vrai point de rupture arrive quand Copenhague se retourne contre ceux qui sont déjà là. Dès 2019, les autorités danoises jugent Damas sur un statut renforcé par des réexamens accélérés en 2021. Des centaines de Syriens, installés depuis des années, perdent leur titre de séjour et reçoivent l'ordre de repartir. Certains sont placés au centre de Kerchovetgård en attendant leur expulsion dans une zone rurale isolée du Jutland. Les autorités danoises insistent, il ne s'agit pas d'une expulsion vers un pays en guerre, mais d'un retour vers une capitale jugée désormais stabilisée. Des organisations de défense des droits humains contestent cette lecture et documentent, chez des Syriens rentrés depuis d'autres pays européens, des arrestations et des disparitions à leur arrivée. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés partage certaines de ces inquiétudes, rappelant que la sécurité apparente d'une capitale ne garantit pas celle de l'ensemble d'un pays encore en reconstruction. Le tri des urgences ne se contente plus de refuser l'entrée à la salle d'attente, il fait sortir des patients déjà installés dans le service. La France ne peut envisager cela de la même manière, parce que son droit lui interdit même de poser le premier diagnostic. La loi française de 1978 et la décision du Conseil constitutionnel de 2007 interdisent les statistiques ethniques. Le principe de laïcité et d'indivisibilité de la République rend juridiquement impossible un classement de quartier par origine, le genre de classement qui fonde toute la liste danoise des sociétés parallèles. Et là où le Danemark avance depuis 2019, avec un consensus transpartisan porté par sa première ministre, la France reste divisée, le Rassemblement national, les Républicains et le camp présidentiel n'ont jamais réussi à s'accorder sur une ligne commune en matière d'immigration. Sans ce socle commun, toute tentative de reproduire un système de classement par quartier se heurterait autant à l'opposition parlementaire qu'à ses propres alliés de gouvernement. Cette division est la vraie raison pour laquelle le modèle danois restera difficile à transposer tel quel. Certaines mesures pourraient survivre au trajet, un durcissement du regroupement familial ou des conditions d'accès au titre de séjour ne heurtent pas frontalement la Constitution française. Le durcissement de l'asile et le renvoi de demandeurs déboutés ne demandent pas de réviser la Constitution, seulement une volonté politique, ce qui explique pourquoi une partie de la droite française cite déjà le Danemark comme modèle sur ce point précis. Mais le cœur du système danois, le classement statistique des quartiers par origine, se heurte à un mur juridique que la France ne peut pas franchir sans réviser sa Constitution. Elle Danemark Comte, elle a Efransnapas, elle droit. Le Danemark a pu bâtir ce système parce qu'un consensus politique rare lui a donné le temps et la légitimité pour le faire. La France, elle, cherche encore un accord sur les mots, avant même de penser aux outils. C'est cette étape la plus facile à copier qui explique pourquoi le Danemark est devenu la référence de tout le débat migratoire européen, bien au-delà de ses frontières. Alors la question reste ouverte, la France devrait-elle réviser son cadre juridique pour se donner les mêmes outils que le Danemark ?
Ou ce refus des statistiques ethniques est-il justement ce qui la protège d'une dérive? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous si ce genre de comparaison vous intéresse.